Bonjour, voilà, c'est la séquence plénière de clôture de notre Paris Air Forum 2024. C'est sur un sujet qui est très important. C'est une crise qui représente, mais c'est une crise qui est à venir. On a parlé beaucoup de technologie, mais là, on va parler de l'humain. L'humain, la filière n'existe pas sans les hommes, les femmes qui font vivre cette filière. Le thème, donc, c'est recrutement, enjeux de société, enjeux stratégiques, parce qu'on se rend bien compte que on l'a évoqué ce matin, Guillaume Faury l'a évoqué ce matin, il y a sans doute un rôle de soin pour soulager les souffrances qu'on trouve dans la société que va jouer l'entreprise. Il y a une inversion en faveur de la société. Donc on a réuni autour de nous Laurent Gasseux, qui est le directeur des ressources humaines d'ADP, à côté Cornelia Thiem, qui est directrice des ressources humaines d'Ariane Group, Alexandre Gentot, qui est vice-président ressources humaines de Thales Division Avionique, et Eric Vincent, qui est directeur des ressources humaines de Sabina Technics. Donc on a cherché à avoir des formats d'entreprises différents pour voir quels sont les points communs de recrutement qu'il y a dans la filière et en même temps ce qu'il y a des solutions communes. Et je vais passer tout de suite la parole à Tatiana Fanguil, qui est la directrice générale de la Tribune, avec qui on monte ce Paris Air Forum. Et comme ça nous semblait un enjeu capital, on a décidé de le modérer ensemble. Absolument, merci beaucoup Max. Alors effectivement, Max, tu as très bien posé le sujet. La conquête du ciel a longtemps fait rêver les peuples du monde entier, vos collaborateurs qui vous rejoignaient. Les métiers de l'aérospatiale, par contre-coup, bénéficiaient d'une forte attractivité qui permettait toujours d'avoir les équipes nécessaires dans les entreprises. Or, vous êtes dans des périodes de transformation intense, vous êtes dans des périodes de croissance intense, donc on peut se poser la question de savoir si c'est toujours le cas aujourd'hui. Effectivement, on peut constater que voilà, il y a une difficulté, comme dans beaucoup d'autres secteurs, à recruter aujourd'hui. Alors moi, j'avais envie de revenir à ce que tu as dit, Max, tout à l'heure, c'est cette adéquation entre l'entreprise et le sens de l'entreprise désormais. Les besoins en recrutement sont pléthoriques, les jeunes diplômés de plus en plus exigeants quant au sens donné à leur travail. Et puis, ils attendent que l'entreprise ait un rôle très important dans la construction de leur vie. Alors, est-ce que la filière aérospatiale a bien pris conscience de tous ces enjeux et comment elle fait face à cette crise des ressources humaines qui peut être aussi une crise de croissance, une business critical comme on dit, et comment vous gérez ces pénuries de recrutement par rapport à la croissance de vos activités? Voilà, on va tout de suite commencer par Laurent Gasseux, enfin, vous prendrez tous la parole. Est-ce que Laurent, vous pouvez nous faire un état des lieux? Oui, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, moi qui suis un passionné d'histoire, on va juste faire un petit retour, puisqu'on a l'impression qu'on découvre depuis 1 an ou 2 ans la pénurie, ce qu'on appelle aujourd'hui de talent. Moi qui suis un vieux, les talents avant, il y a quelques années, c'était des gens qui avaient la capacité d'atteindre des fonctions de CODIR ou de COMEX. Aujourd'hui, on appelle talent des gens qui sont qualifiés. Voilà, ça c'est juste pour anecdote, pour dire quand même comment ça évolue. En 2017, oui, on ne met pas très loin, Jean-Michel Soufflet, président du groupe Soufflet à l'époque, qui était dans l'agroalimentaire, donc rien à voir avec notre activité, m'appelle pour devenir son DRH groupe. Et au bout d'un échange de 4 heures, je lui demande sur quoi vous allez me juger. Et il me dit, je veux que vous me recrutiez des gens. Votre prédécesseur n'arrive pas à me recruter des gens. Je dis, fin 2017, et je dis, mais Jean-Michel, je ne suis pas la bonne personne, je ne vais pas y arriver non plus. Pourquoi ? Dès 2017, et regardez les chiffres, c'est intéressant, on a un chômage de masse à 9,5% environ, mais le chômage des cadres, il est à 3,5% dès 2017. Alors 3,5%, ça ne parle pas forcément, c'est 160 000 cadres sur l'ensemble du territoire, toute activité confondue, qui sont demandeurs d'emploi. Rien par rapport au marché. Et puis on descend un petit peu et on regarde le chômage des non-cadres qualifiés, et là ça oscille entre 0 et 6,5%. Je rappelle simplement la norme de l'OIT, on est en plein emploi à 5%. Donc, ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée, elle n'est pas nouvelle. On la découvre peut-être, mais elle est déjà ancienne. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut connaître son marché du travail, c'est important. Alors, pourquoi on a un chômage aussi haut, même encore aujourd'hui? Le taux de chômeurs des non qualifiés, en 2017, est à 25%. Aujourd'hui, il oscille aux alentours de 20%. Le problème, il est là. Alors,
Quand on a dit ça, on a dit oui, on se retourne vers le DRH et on dit il faut une solution magique. Je ne suis pas sûr qu'autour de la table, on ait une solution magique. Alors, on regarde et on construit ensemble quelques outils. Alors, on a tout d'abord construit une cartographie chez ADP des emplois. Alors, c'est très simple. C'est une cartographie sur un format 4. Tout le monde peut le faire en 30 secondes. Premier axe, est-ce que les métiers sont en pénurie ou pas sur le marché du travail? Avec des définitions assez faciles. Un axe de 1 à 3. Ça, c'est plutôt le rôle de la RH qui connaît son marché. Et puis un autre axe, est-ce qu'il y a un impact de business important ou pas si le poste est vacant? Ça, c'est plutôt les managers qui connaissent leur métier. Donc on a fait l'ensemble de cette cartographie pour voir un petit peu quel était le réel enjeu chez ADP. C'était intéressant puisqu'on a 7% de nos effectifs qui sont vraiment en critique, c'est-à-dire pénurie, et si les postes sont vacants, il y a un impact réel sur le business. Par contre, on s'est un peu rassuré parce qu'en sens contraire, on a 31% de nos postes qui sont déjà disponibles sur le marché assez facilement. Et s'ils sont vacants quelques semaines ou quelques mois, il n'y a pas forcément un impact sur le business. Alors cette cartographie, elle nous aide clairement à établir notre feuille de route et de voir comment on va réagir sur les viviers. Il ne faut pas l'oublier, les viviers, on les a peut-être oubliés depuis quelques années. C'est ce qui va nous permettre probablement de faire face à cette crise. La deuxième chose, ce qu'on est en train d'opérer avec les partenaires sociaux, on a signé notre accord GEPP, gestion des emplois et des parcours professionnels, et on s'est dit, vu nos enjeux de recrutement à court terme, mais aussi à moyen terme, je vous invite à regarder un peu votre pyramide des âges, et même si la réforme des retraites nous a donné un petit peu d'oxygène, 2 ans supplémentaires, on va dire ça comme ça, regardez le nombre de personnes que vous allez devoir changer dans les 10 à 12 ans. Chez ADP et aux alentours de 40%. C'est énorme, donc ça se prépare, donc il faut l'anticiper. Et là-dessus, on a décidé de mapper, de regarder comment faire des passerelles métiers, et surtout, on est en train de changer de mindset en se disant on ne va plus recruter forcément en fonction des profils, mais en fonction des compétences, et il va falloir qu'on forme nous-mêmes les gens avec les compétences manquantes. Donc en fait, on va faire un mapping des compétences à la fois des candidats externes ou internes, et l'interne va nous permettre de remettre l'ascenseur social en route en se disant, voilà, vous avez telle compétence, pour faire tel autre métier, il vous manque ces compétences-là, on va être dans l'anticipation, on va vous former, et ça va vous permettre de faire un jeu de domino. Tout bêtement. Encore une fois, ça s'anticipe, mais ça a des vertus, ça veut dire qu'on va pouvoir former les compétences qui nous manquent réellement et qui ne sont pas disponibles de toute façon sur le marché du travail. Troisième point, on a fait toute une action de sensibilisation auprès de nos managers. Recruter, ça prend du temps, c'est entre 4 à 6 mois minimum, on l'oublie toujours, entre le moment où le manager lance son recrutement et le moment où le salarié va arriver, il a sa période de préavis, etc., si on fait en externe, c'est minimum 4 à 6 mois en fonction du poste là-dessus, donc ça s'anticipe. Et puis on n'a pas de formule magique non plus, mais depuis 2 ans, on a réactivé un programme de cooptation. La cooptation aujourd'hui chez ADP, c'est 20% de nos recrutements externes, donc c'est plutôt un beau score. Chose intéressante, on a regardé, notre président est toujours très intéressé par ce qu'on fait, donc il nous a dit mais quels sont vos résultats sur la cooptation? 20%. Deuxièmement, un seul départ en 2 ans, donc ça c'est plutôt bien. Et troisièmement, on a regardé les postes qui étaient cooptés, c'est les postes les plus difficiles à recruter sur le marché externe. Donc voilà. Voilà un petit peu notre retour d'expérience là-dessus. Ce n'est pas des solutions magiques, du bon sens, et encore une fois, une méthode qui doit nous permettre d'anticiper le futur surtout. Cornélien, une entreprise comme Ariane Group rencontre-t-elle les mêmes contraintes? Il y a une spécificité pour l'espace. Donc, tout d'abord, bonjour ou bonsoir. Nous avons la chance vraiment d'être dans un secteur qui fait toujours rêver. Donc ça, c'est un vrai atout. Et nous avons des produits qui contribuent à garantir l'accès à l'espace, la souveraineté pour la France et pour l'Europe. Et ça, c'est quelque chose que nous mettons en avant, dont nous sommes fiers
et que nous partageons avec les futurs employés. Et surtout, c'est nos employés donc, qui sont passionnés, qui nous aident à partager cette passion et donc d'attirer des employés. Certes, nous avons les mêmes difficultés que tout le monde, mais le fait d'être capable de parler du sens que nos employés donnent à ce qu'ils font, le fait qu'ils voient quelle est la contribution, c'est quelque chose qui nous aide. On a des produits, vraiment, on travaille sur des produits de haute technologie. On a des solutions qui sont à la pointe. Si vous travaillez sur des lanceurs type Ariane 6 ou Maya, je pense que ça a été déjà discuté aujourd'hui ici, des solutions futures pour la défense, l'hypersonique et autres, ça c'est vraiment quelque chose qu'on met en avant. Et on met surtout en plus en avant la diversité de ces technologies, de ces produits, quelque chose qui a été fait moins avant. On était beaucoup plus réduit à peut-être Ariane. Donc là, on a fait un vrai effort aussi pour aller élargir et pour vraiment essayer de mettre en avant aussi, c'est donner du sens. Qu'est-ce que c'est l'impact pour la France, pour l'Europe, et vraiment capitaliser là-dessus. Et ça aide. C'est vraiment quelque chose qu'on voit qui est recherché notamment par les jeunes. Donc on voit que, par exemple, en termes de niveau dans le employer branding, on est passé l'année dernière de la 20e à la 10e place, donc c'est quand même un beau succès. Ça ne suffit pas en soi, mais c'est vraiment cette photo un peu plus globale qu'on essaie de communiquer. Le souci pour l'environnement, donc on essaye aussi de plus communiquer sur notre politique de RSE et aussi la contribution des technologies que nous avons pour vraiment protéger aussi l'espace et l'importance de l'espace pour le monde. Et juste un dernier élément qui nous aide, certes plus, qui nous aide, c'est aussi la richesse des opportunités que nous proposons. Parce que nous sommes une joint venture en fait, avec Airbus et Safran. Donc c'est à la fois la richesse historiquement, histoire pas si longue parce que ça fait même pas 10 ans, culturellement c'est ce qu'on offre, une entreprise franco-allemande, mais c'est aussi les possibilités que nous donnons. Parce qu'il y a des liens avec les maisons mères, donc on favorise vraiment la mobilité, c'est quelque chose qu'on met en avant. Si quelqu'un veut travailler dans une grande entreprise, mais on a aussi des startups type Maya qui fait partie de nos filiales, et on a aussi des PME à taille humaine type Sodern, Pyro Alliance. Donc il y a des solutions de mobilité que nous proposons lors du recrutement, et ça c'est quelque chose qui paye surtout avec le profil type ingénieur. Là où nous avons plus du mal, c'est effectivement avec les compagnons où les processus de recrutement ne sont pas les mêmes, et c'est quelque chose sur lequel on est en train aussi de travailler et investir. Excusez-moi, je voulais poser une question. Non, la question que je voulais vous poser, c'est que, en effet, on imagine que, en tout cas, ces personnes que vous souhaitez recruter sont très impliquées sur les sujets environnementaux. Vous communiquez, mais est-ce qu'ils vous demandent plus de preuves et est-ce que vous changez votre manière de communiquer sur ces sujets? Est-ce que la seule communication suffit ou est-ce que vous êtes obligé de déployer d'autres moyens? Parce qu'on imagine bien que la seule communication n'est peut-être plus aujourd'hui suffisante, puisque on peut soupçonner les marques de ne pas être tout à fait honnêtes dans leur démarche. Comment vous faites sur ce sujet-là? Alors, c'est un sujet en cours, je crois d'entendre dire, parce que oui,
D'abord, il y a toujours la suspicion du greenwashing qui est faite. Donc c'est ce que nous faisons. Et là, la communication, quand je dis communication, c'est pas uniquement la communication par la presse ou les réseaux sociaux, mais c'est aussi localement, si on déploie par exemple plus de panneaux solaires, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose sur lequel aussi on communique localement. Donc c'est vraiment à tous les niveaux. Je ne pense pas qu'on soit au bout de tout ce qu'on peut faire. Et il y a beaucoup plus. Je vais me tourner vers Alexandre Gentot, qui est au cœur d'une entreprise de haute technologie, Thales Avionics. Tout ce qui vient d'être dit, vous y reconnaissez? Quelle est la spécificité de Thales? Alors, je vais vous apporter aussi mon éclairage personnel. En fait, je ne suis pas du tout du domaine. Ça fait juste 15 mois que je suis dans le domaine de l'aéronautique. Et sur les 14 dernières années, j'ai passé 12 ans à l'étranger. En 15 mois, ce que je peux vous dire, c'est, vu de ma position, le secteur est extrêmement attractif. Voilà, on rencontre des jeunes qui veulent venir contribuer de l'intérieur j'allais dire, travailler sur les challenges et technologiques et environnementaux. On rencontre des jeunes qui ont la chance de rentrer dans notre entreprise et dans ce secteur, comme vous l'avez vu aujourd'hui et vous le savez, ce qui s'est passé, mais aussi ce qu'on veut travailler sur le futur. Et c'est vrai que quand on regarde, alors vous parliez effectivement dans la question de la communication, mais qu'est-ce qu'on peut proposer aux salariés pour contribuer, vous voyez? Donc, quand on travaille sur des systèmes qui permettent d'optimiser les trajectoires de vol, quand on propose aux salariés de travailler sur des systèmes qui permettent effectivement de faire des descentes continues, ou travailler sur les différents scopes dans leur manière aussi d'agir, je pense que ça parle au-delà de la communication, c'est ça ce que les salariés viennent chercher. Alors, ce panorama, il n'est pas que rose, effectivement. On a des endroits entiers, nous on est présent dans toute la France où on a asséché les bassins, les formations ne sont pas là, on en reparlera forcément, mais concrètement quand je regarde, on recrute à peu près dans le monde 10 000 personnes par an, 5 000 pour l'aéronautique, 2 000 pour l'aéronautique en France. À fin avril, on était à 44% de notre plan de recrutement, donc ça veut dire qu'on est, on va dire, à l'heure. Et puis je crois que vous avez parlé du temps qu'on met pour recruter. On était à peu près à 120 jours entre le moment où on décide de recruter et le moment où on fait une offre, hein, pas la personne où arrive. Et aujourd'hui, on a 88 jours. On pourra détailler plus tard toutes les innovations qu'on a dû faire en 15 mois pour aller chercher, dans les processus de sélection, dans la manière dont on engage nos collaborateurs, dans la manière dont on fidélise. Là, on a fait, j'allais dire, des trésors d'innovation. Alors, une entreprise de dimensions différentes, Sabena Technics. Donc on voit la particularité, c'est quand même des entreprises importantes. Quand on est plus fragile, et une grande partie de la matinée était sur cette fragilité des PME et des ETI. Guillaume Faury a pointé du doigt sur toute la supply chain et que la filière ne pouvait fonctionner que si toute la supply chain fonctionnait. Vous, comment vous vivez cette situation de tension de l'emploi? Alors Guillaume Faury a très bien résumé le sujet. C'est qu'on fait partie d'une supply chain et sur le sujet spécifiquement du recrutement, on ne part pas avec les mêmes armes. J'ai mes confrères qui sont là, ce sont des sociétés grand public, connues du grand public, même quand on ne fait pas d'aéronautique. On a tous un point commun, on n'a que des métiers passion. C'est ça qui fait que nous, on a aussi de très volumes de recrutement et qu'on arrive bien à recruter. Parce qu'on a des métiers passion. Moi, je n'ai pas de bureau, si je caricature. J'ai que des hangars avec des avions et des hélicoptères dedans. Donc la passion, il suffit que je fasse visiter mes installations aux étudiants et ils signent chez moi. Parce qu'ils ne voient que des avions et des hélicoptères, j'ai rien d'autre à montrer. Okay, indépendamment de ça, il y a un point qu'on n'a pas complètement abordé. On est face à un vrai changement de génération et de rapport à l'emploi, très clairement, qui s'est accéléré post-Covid. Parce que pénurie, parce que beaucoup d'offres, quand on était au Bourget tous, il y a quelques mois de ça, on a tous répertorié, il nous manquait 25 000 personnes dans l'aéronautique. Okay. Un vrai changement du rapport à l'emploi. Le président de la NDRH a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, il a dit on n'est plus dans un marché
d'employeurs, on est dans un marché de salariés. C'est une réalité. C'est eux qui choisissent, c'est eux qui nous choisissent. Et quand on se met dans ce schéma-là, c'est eux qui nous choisissent, eh ben, c'est compliqué quand vous êtes une unité. Alors oui, Sabena Technics, c'est le leader français de la maintenance, on fait 4000 personnes, on reste quand même une ETI en comparaison de mes confrères qui sont là. Okay. Donc, et on est une ETI en B2B très connue dans l'aéronautique, mais dès qu'on veut dépasser les compétences qui est notre nécessité aujourd'hui, c'est qu'on est obligé d'aller chercher les compétences au-delà de l'aéronautique parce que l'aéronautique ne fournit plus suffisamment. Ben là, vous avez l'aspect branding qui rentre en ligne de compte. Et quand vous n'avez pas une marque en public, oui, ça complexifie. Tout ce que mes confrères ont dit, ils ont complètement raison, mais nous, ça l'exacerbe encore plus parce qu'on n'a pas la marque employeur grand public qui arrive là. Donc on a des solutions aussi, mais je ne vais pas en faire le catalogue ici. Mais voilà, on est face à une génération. Nous, notre réponse par rapport à ça, on individualise énormément. Oui. On s'aperçoit effectivement que ce rapport à l'emploi a tellement changé que vous êtes obligé de faire de l'individuel. Il y a celui qui va chercher une proximité par rapport à son domicile. Il y a celui qui va chercher du temps. On a beaucoup de collaborateurs aujourd'hui qui échangent volontiers de l'argent contre du temps. C'est tout nouveau, ça. On a des générations aujourd'hui, on a une multitude de contrats aussi. Je pense qu'on est à peu près tous de la même génération. Quand nous, on est sortis de l'école, le Graal, c'était le CDI. Aujourd'hui, le CDI est souvent vécu par les sorties d'école comme un carcan. En fait, pourquoi je vais en CDI alors que je trouve du job quand je veux, comme je veux, dans l'aéronautique, dans un métier passion, et quand j'ai envie de m'arrêter 3 semaines, je m'arrête 3 semaines. Pourquoi je vais rentrer dans un CDI? Okay. Donc face à tout ça, il y a un vrai changement du rapport à l'emploi. Moi, je parle beaucoup non plus de la génération aujourd'hui, challenge réellement le contenu de l'emploi qu'on a tous, parce qu'on est tous sur les métiers passion, avec la qualité de l'emploi, c'est-à-dire tout ce qui va autour. Et là, dans tout ce qui va autour, c'est là où c'est plus compliqué pour vous souhaitez que je fasse une différence entre nous et les autres, c'est plus compliqué sur tout ce qui va autour parce que forcément, quand vous êtes une ETI, vous n'avez pas l'armada d'un grand groupe qui est au CAC 40 en termes de proposition globale d'emploi. Alors comment vous faites? On se ressent clairement sur la passion, ce que je vous disais au départ. D'accord. Oui, le collaborateur qui a envie de monter tous les jours dans un avion ou dans un hélicoptère, il est très attiré par Sabena Technics, okay, parce que c'est notre seul et unique métier. Okay, c'est de maintenir, réparer, modifier des aéronefs, que ce soit hélicoptère ou avion. Donc cette passion, elle arrive là, et c'est ce qui fait qu'on arrive à recruter. Mes besoins, c'est pas en milliers, mais c'est quand même en plusieurs centaines chaque année, et on arrive à le faire. Après, on s'aperçoit que quand la carrière avance, et ce sera, je crois, une question un peu plus tard, c'est comment on arrive à être complémentaire. Pour moi, il y a une complémentarité qu'on peut trouver parce qu'on n'offre pas forcément, nous tous, du fait de nos activités et de nos tailles, la même chose à la même âge ou la même chose au même niveau de sa carrière. Il y a des aspirations qui changent. Quand vous, je suis très pragmatique, hein, mais je disais, c'est mon quotidien. Quand vous avez une famille avec toutes les contraintes que ça veut dire de créer sa famille, ben, vous n'avez plus le même temps libre, vous avez peut-être plus le même temps consacré à votre travail et donc vos aspirations de carrière sont différentes. Voilà. Alors on a retenu que pour recruter, il fallait coopter, innover, anticiper, convaincre, s'engager, donner du sens. Bon, ça fait beaucoup de choses. Mais alors ensuite, pour qu'un recrutement s'inscrive dans la durée, vous venez de le dire, Eric, il faut aussi être attractif, séduire, fidéliser, former. Je crois que c'est vous qui l'évoquiez tout à l'heure, Alexandre. Donc parmi ces paramètres et parmi les paramètres que vous évoquiez à l'instant, comment vous faites pour conserver un collaborateur dans la durée? Et est-ce qu'il y a peut-être en fonction des populations que vous touchez, les cadres, les employés, les techniciens, est-ce que la manière de fidéliser un collaborateur est différente? Alors je crois que c'est un point aussi qu'on n'a pas abordé tout à l'heure, mais je crois que c'était une question dans le débat préparatoire du sujet. Est-ce qu'aujourd'hui on a les mêmes problématiques sur les cadres et les non-cadres? Absolument. Et en fait, l'avis de mes collègues m'intéressera beaucoup. Moi, je vois un fort rétrécissement. On gère aujourd'hui nos mécaniciens comme on gérait nos cadres hier et aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont le marché qui est pour eux, ils ont des attentes qui sont très très proches, on n'a plus du tout ce clivage, donc quelque part vous dire ça facilite notre travail, non pas vraiment, mais on doit apporter une réponse très très proche. Pour faire court sur votre question, nous, notre réponse chez Sabena Technics, c'est on individualise au maximum, on est à l'écoute au maximum, on crée des parcours quasi individualisés. Alors on a des schémas de fond, bien évidemment, des filières de fond, mais on doit individualiser parce que le meilleur moyen de retenir, c'est d'écouter les aspirations, ce qui est vrai pour l'un n'est pas vrai pour l'autre, et de bâtir quasiment des schémas individuels. Voilà. Je ne veux pas prendre plus de temps sur la parole de mes... Alexandre, vous voulez compléter? Oui.
peut-être sur les différents points, donc comme je l'évoquais, on a beaucoup innové à la fois pour attirer, pour sourcer, pour engager nos collaborateurs. Peut-être le point, nous, sur lequel on est à la fois le plus inquiet, mais aussi le plus engagé, et ça rejoint un certain nombre de propos qu'il y a eu aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne en fait les compétences et on va dire la formation. Alors, je suis désolé parce que je ne veux pas donner le sentiment de donner des grands chiffres, vous voyez, la grande entreprise, mais il se trouve que c'est notre taille, donc je ne peux pas la transposer. On est 80 000 aujourd'hui et on pense que si on se projette à 2030, on sera 110 000. Dans l'intervalle, on aura probablement 50 000 collaborateurs qui nous auront quittés et 70 000 qui nous auront rejoints. Bon. Donc ça montre l'ampleur du sujet des compétences. Alors quand on dit aussi les transferts, ça veut dire des gens qui changent d'emploi. Donc effectivement, le grand chantier, c'est les chantiers du learning. Et les chantiers du learning, ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que comment on donne les moyens aux salariés de gérer ses compétences. Alors c'est des sujets... ça fait des années qu'on travaille dessus, mais il y a vraiment un sujet sur comment est-ce que Thales devient ce qu'on appelle une learning company. Et donc comment, effectivement, on s'engage à la fois, Patricia vient de parler ce matin de tous les chantiers, intelligence artificielle, quantique, cybersécurité. C'est des sujets sur lesquels, cybersécurité, on a des centaines, pour ne pas dire des milliers d'ingénieurs qui, sur l'espace des 7 ans, vont travailler dessus. Il y en a plein qui n'ont pas été formés là-dessus. Donc, comment est-ce qu'on leur donne les moyens de se former? Vous voyez, donc tout ce qui est la formation à distance, comment on leur donne les moyens de se repérer où est-ce qu'ils sont en termes de compétences? Pour moi, c'est le chantier majeur et je pense qu'une des propositions de valeur pour les employés, pour qu'ils nous rejoignent et qu'ils restent, c'est pas simplement de dire vous rejoignez une grande entreprise qui a beaucoup de moyens et donc le statut qui va avec, mais c'est aussi vous allez continuer à vous développer parce que aussi nous on en a besoin. Et alors sur ce sujet de la formation, comment vous faites plus précisément? Est-ce que vous déployez des solutions en interne? Est-ce que vous faites appel à des solutions en externe? Comment vous organisez? Alors on a, je vais prendre probablement 3 sujets. Le premier sujet, c'est quels moyens on donne aux salariés pour savoir où est-ce qu'il en est de ses compétences et de quoi il a besoin, comment il a besoin de s'équiper pour le futur. Le deuxième, c'est quels sont les outils à disposition et forcément, là on est en plein dans digitalisation. Il y a de plus en plus d'offres, mais c'est beaucoup dans l'apprentissage sur le poste de travail, mais aussi donc les outils digitaux, YouLearn et autres plateformes digitales. Et puis le troisième point, c'est quel est le temps? Parce que de manière très pratique, les ingénieurs ils nous disent mais donc où est-ce qu'on met les heures? Où est-ce qu'on comptabilise les heures? Et là, il y a un vrai sujet en tant que société de dire combien de temps j'alloue et est-ce que je suis capable, au moment d'une embauche, de dire voilà, chez Thales, on s'engage à ce que vous ayez X journées par an pour vous former. Cornelia, est-ce que vous voulez nous apporter votre vision de cette question? Alors, j'écoute avec attention ce que disent mes collègues, c'est très intéressant. Donc déjà, pour situer Ariane Group, parce que je ne sais pas du coup si on est grand ou petit, on est 8000 employés à peu près avec un peu plus que 8000 employés avec les filiales, donc je ne sais pas, voilà. Et nous assurons à peu près 10 000 formations par an et on a 400 formateurs internes. Donc juste pour mettre en perspective, c'est qui est un peu l'effort et c'est qui rejoint en fait un peu ce que vous disiez sur le fait que c'est aussi les gens en interne qui contribuent à ça. Donc c'est un mix en fait des solutions qui étaient évoquées sans les répéter. Pour revenir au point, est-ce qu'il y a une différence du coup entre, bon, on dit cadre et non cadre, mais bon, la nouvelle convention collective est passée un peu par là, mais pour rester avec ce vocabulaire, oui, le constat chez nous aussi, c'est il faut les efforts qui sont nécessaires sont les mêmes. Or, les outils ou les possibilités sont peut-être plus différents, c'est peut-être presque plus difficile de vraiment accompagner
l'école bleue, les compagnons, parce que je parlais tout à l'heure beaucoup de la richesse des opportunités que nous avons, et je vais vous expliquer les mobilités, la possibilité de changer de métier, d'environnement, de pays, de sites. On voit que ça existe et que c'est accepté, mais c'est quand même, ça prend quand même moins. Donc ça, ce travail, ce que vous disiez, on s'inscrit tout à fait là-dedans. Pour moi, il y a un autre élément que j'ai envie de mentionner, c'est vraiment aussi l'encadrement, la proximité des managers. Et c'est ce que moi j'appelle le développement finalement. Et c'est là où on fait déjà beaucoup d'efforts. Il reste beaucoup d'efforts à faire parce que justement aujourd'hui le marché du travail et la mentalité fait que les gens sont beaucoup plus libres qu'ils ne l'étaient avant. Je souscris à ce que vous avez dit. Et donc du coup c'est quelque chose que nous soutenons, nous poussons vraiment pour encourager les managers vraiment de passer le temps nécessaire, de donner des perspectives, quelles peuvent être l'évolution de la carrière qu'il y a, mais on voit aussi que ça c'est vraiment encore une partie où il va falloir qu'on investisse encore plus pour créer encore plus de proximité et donc de la fidélisation finalement et l'identification avec l'entreprise. Alors là, on voit un portrait de la filière aéronautique qui est assez précise, mais la filière aéronautique, il y a une concurrence entre vous parfois, et souvent dans des préparations du Paris-Réforme, on entend les ETI se sentir un peu démunis face aux grands groupes. Alors j'ai bien compris que Cornelian n'était pas un grand groupe, donc on peut pointer du doigt le double de ma taille quand même. Mais il y a une concurrence donc avec d'autres filières qui peut rechercher les mêmes profils de compétences. Et puis, il y a un problème, en tout cas qui était présent en France, c'est le problème de la formation. C'est-à-dire que quand on a des gens qui ont envie d'être dans cette formation, c'est-à-dire qui rêvent de la troisième dimension, et aujourd'hui le contexte est un peu moins favorable pour porter ce rêve au premier plan, ça a été longtemps. Cette semaine, on a fait classer un Concorde donc à Toulouse, c'est une part de rêve extraordinaire. Tout le monde n'est pas Toulouse. Donc il y a une concurrence, il y a la formation, comment on donne envie aux jeunes filles et aux jeunes garçons de s'intéresser à ces métiers scientifiques, techniques, et je vais me tourner vers Laurent Gasse. Alors, premièrement, c'est vrai que si on parle d'égalité ou hommes-femmes, de diversité, et plus largement comment féminiser un peu nos métiers, 2 points. Premièrement, on ne le fait pas encore assez, il faut rabâcher, faire que nos entreprises soient visibles, faire de la publicité sur nos métiers, ça c'est fondamental. Et là-dessus, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, à la fois dans notre filière, mais également dans d'autres filières, puisqu'on n'est pas les seuls confrontés à ce problème de féminisation et de stéréotypes. On est engagé chez ADP depuis plusieurs années à essayer de féminiser nos métiers. On se heurte, comme beaucoup d'entreprises, à un plafond de verre aux alentours de 37-38% aujourd'hui, et on voit que les métiers techniques sont un peu plus faibles. Par contre, récemment, on s'est aperçu que notre politique d'apprentissage nous permet vraiment de faire monter ce taux. Et l'apprentissage est probablement l'une des voies à privilégier pour essayer de féminiser nos métiers, y compris techniques, que ce soit technique informatique ou technique plutôt mécanique ou ingénieur, et ça marche plutôt bien. Donc l'apprentissage, je pense que ça reste une voie à privilégier là-dessus. Et la concurrence avec les autres filières, votre sentiment. Donc il y a deux sujets, concurrence entre vous.
parce que malgré tout, il y a des gens qui quittent une entreprise pour aller sur une autre. Et moi, j'ai pu entendre qu'en disant, mais c'est quand même, voilà, nous on l'a formé, on l'a poussé à un point, puis ses compétences formées, puisque si j'ai bien retenu dans la préparation, c'est qu'il faut qu'avant qu'un recrutement soit complètement opérationnel, c'est 6 ans, et les départs se font souvent au bout de 5 ans. C'est peut-être Laurent qui avait apporté ça. Donc tout ça, c'est des contraintes, c'est des tensions, avec une concurrence qui va être mondiale. Comment vous vous projetez dans l'avenir? Comment vous allez faire de cette filière où on sait qu'il va y avoir une très très forte demande, donc beaucoup d'emplois, comment vous allez pouvoir y répondre avec des emplois de qualité? Parce qu'on a vu, et ça a été un des exemples récents de l'actualité, sur des avions qui ont eu des problèmes en vol, quand on a des gens qui sont là juste pour faire un job, le résultat n'est pas forcément à la hauteur. On l'a dit, on est sur des métiers de passion, tout d'abord. Ça, c'est peut-être ce qui nous caractérise par rapport à d'autres filières. Quoique, ce qui est important, c'est que si on part sur le prisme, on est en concurrence, je pense qu'on n'avancera pas. Plutôt que se dire on est concurrent, il vaut mieux réfléchir sur quel est le bien commun pour la filière. Est-ce que c'est de mettre ensemble nos efforts pour collaborer et former ? Ou est-ce que c'est de se regarder en chien de faïence et à la rigueur aller se piquer les talents chez les uns et chez les autres, faire un peu de dumping salarial? Ça ne marche jamais très bien et c'est toujours une politique court terme. Donc par rapport à ta question, Max, le point c'est que je pense que la filière peut définir ce bien commun qui est d'attirer des talents au sein de la filière, de les former, bien évidemment de les recruter au sein de la filière et ensuite ces talents passeront probablement d'une entreprise à une autre au cours de leur carrière, puisque l'emploi à 40 ans, c'est peut-être quelque chose d'un peu dépassé, quoique, et là-dessus, ça dépend peut-être des cols bleus et des cols blancs, mais en tout état de cause, je pense que partir du fait qu'on est concurrent, c'est le mauvais prisme. On est plutôt au sein de la filière, l'intérêt commun, c'est d'avoir du personnel formé, il suffit de voir les chiffres qui ont été annoncés, c'est faramineux. Cornélia ? Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Pour moi, il y a deux éléments aussi. On avait mentionné l'aspect diversité. Donc effectivement, comment est-ce qu'on peut attirer aussi plus de petites filles aussi à s'intéresser à ces métiers. Ça c'est un point. Deuxième point, les métiers sont en évolution. Les compétences dont nous avons besoin aujourd'hui ne sont pas les compétences dont on a besoin demain. Donc il y a aussi cet investissement et cette réflexion. Hein. Qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui? Il y avait un panel tout à l'heure sur l'intelligence artificielle. C'est vrai que ça questionne aussi certains métiers. Donc tout ça, c'est pas en contradiction, mais c'est en rajoutant sur ces points, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Pour notre part, on investit aussi dans le cadre de France Relance, par exemple, pour justement amener ces discussions, pour voir quelles sont les compétences dont on a besoin demain. Et on est actif aussi en tant que voisin industriel dans les bassins dans lesquels on opère, justement pour aussi créer cette collaboration dont vous parliez, pas uniquement avec les acteurs du même secteur, mais aussi pour voir comment est-ce qu'on peut s'investir et attirer, faire bouger des gens des métiers où ils sont aujourd'hui. Donc voilà. Après les partenariats que nous avons, les écoles, voilà, on peut continuer à terme, mais je pense que je vais laisser du temps. Eric Vincent, dans cette compétition ou pas compétition, les ETI ont un point de vue un peu particulier, on aimerait l'entendre, et puis dans cette vision de la filière qui est certainement, quand on parle avec le GIFAS, il y a la prise de conscience que c'est une nécessité de créer des conditions. Vous, votre point de vue? Alors bien sûr, les PME et les ETI, le flux, il est plutôt dans un sens. C'est clair que nous, on forme beaucoup, on a un niveau d'apprentissage à 10% de notre effectif, donc c'est beaucoup, on y passe beaucoup d'énergie. Et il y a un de plus frustrant à la fin de ce cycle, effectivement, de 5-6 ans, parce que l'aéronautique nécessite ces 5-6 ans, de voir notre collaborateur partir
dans une entreprise plus grande. Bien évidemment, c'est une énorme frustration et on y travaille tous les jours et on collabore tous les jours, on siège au GIFAS pour améliorer les choses. Je vous donnerai juste un point de conclusion sur ce sujet-là. Lundi, j'étais à Nîmes où nous opérons la maintenance des Canadair et il y avait une demoiselle d'une vingtaine d'années avec son harnais en train de checker le Canadair que vous avez vu hier soir à la télévision au journal de 20h. Et quand je vois ça, une demoiselle sur l'aile d'un des avions dont j'ai la responsabilité qui éteint les feux depuis hier midi, je me dis qu'on a une source d'espoir et qu'on va y arriver. Alors moi j'ai envie de conclure parce que sur ce Paris Air Forum, ça a été l'ambition au départ était de réunir ces trois filières, défense, spatiale, aéronautique civile, aéroport. Est-ce que vous pensez que comme l'a fait l'armée il y a quelques années pour refaire rêver autour des métiers de la défense, les filières devraient se regrouper pour ensemble communiquer sur ce métier de passion? Vous avez beaucoup parlé de passion et en fait il faut redonner la passion, il faut retransmettre l'envie, cette quête qu'on a eue à la fois d'excellence, de progrès humain, de connaissance de l'autre, du voyage, enfin ça porte beaucoup d'univers, de connaissances, de savoir-faire. Est-ce que vous pensez que finalement, comme on se réunit ici au Paris Air Forum, les filières devraient se regrouper pour communiquer ensemble sur l'attractivité de leur métier? J'ai envie de terminer sur cette ambition peut-être. Alexandre ? Peut-être dire que moi j'ai le sentiment que la filière le fait, quand vous voyez ce qu'on fait avec le GIFAS, quand on fait Aéro Recrute, mais aussi si vous prenez l'association comme Elle Bouge, il y a énormément d'implications, de messages, d'investissements. Moi j'ai l'impression qu'on le fait beaucoup, alors on essaye aussi dans le cadre du GIFAS, vous voyez, la cybersécurité, si on a des sous-traitants qui sont impactés et ils n'ont pas forcément les mêmes moyens de Thales, il y a des formations qui sont faites dans ce cadre-là, j'ai l'impression qu'on le fait. Et est-ce qu'il faut le faire plus? Très probablement. On est très, j'allais dire, supporter de cela. Et il est évident que quand on est par exemple sur un bassin d'emploi, si je prends, pour ne pas parler de Toulouse, de Bordeaux, on est très intéressé quand on a plusieurs entreprises sur le bassin. À la fin, c'est le pool d'ingénieurs, le pool de talents. Voilà. Et juste un tout petit mot. Alors, on a énormément d'apprentis et on ne recrute que 30% d'entre eux. Bon, et c'est les 70% qu'on ne recrute pas. Voilà, je pense que voilà, une partie reste dans la filière. J'espère que ça bénéficie aussi aux autres de la même manière qu'on bénéficie de l'ensemble. Et tout le monde n'a pas vocation à rentrer dans, j'allais dire, tel type d'entreprise. Chacun, j'imagine, a fait différentes entreprises. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a différentes périodes, il y a différents parcours. On est un écosystème qui a intérêt à s'entraider. Si je peux préciser, votre point est très très bon. Lors du dernier Bourget, on a eu une table ronde avec le ministre du Travail de l'époque, qui n'est plus celui d'aujourd'hui, et il nous a informé, il nous a dit, écoutez, pas le ministre du Travail, pardon, le ministre de l'Éducation nationale, il nous a dit, vous savez qu'un collégien, aujourd'hui, en sortie de collège, il connaît 10 métiers seulement. Donc oui, vous avez raison, le travail de la communication de la filière aéronautique est, on imagine, encore sous-méconnu dès le collège, c'est là où se décident beaucoup de choses, et au lycée, et encore au-delà. Je retiendrai le mot transmettre de tout ce que vous avez dit ce soir pour terminer, clôturer ce Paris Air Forum avant d'accueillir Augustin de Romanet et Jean-Christophe Tortora sur cette scène pour clôturer cette belle 11e édition du Paris Air Forum. Un grand merci à vous de nous avoir éclairés sur la quête de sens dans vos entreprises. Merci. Et le point que ce sera dans l'édition 2025 à l'ordre du jour, l'emploi. C'est un sujet où on ressollicitera. Merci. Merci.